Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je reviens avec une nouvelle histoire d'espion, mais cette fois-ci c'est l'histoire d'Anna Chapman. Alors oui, j'avais déjà fait une histoire sur une espionne qui s'appelle Anna, mais c'est pas du tout fait exprès. Là, malheureusement, les deux histoires d'espions que j'ai bien aimées, les deux étaient des femmes qui s'appellent Anna. Anna Chapman, la James Bond girl russe, charismatique et intelligente, est devenue célèbre grâce à l'affaire des illégaux russes. Un groupe de 10 espions qui a défrayé la chronique lors de leur arrestation en 2010 par le FBI. Ces agents, citoyens lambda en apparence, étaient parfaitement intégrés à la société américaine. Mais en réalité, c'étaient des espions au service de la Russie. Mais qu'est-ce que ce fameux programme des illégaux russes ? Eh bien, ce programme, c'est un programme qui a été monté par les services secrets russes. Il voit le jour lors de la guerre froide. Avec ce programme, le but principal des Russes est d'infiltrer des espions chez leurs meilleurs ennemis. J'ai nommé les Américains, bien sûr. Mais comment les intégrer ? Eh bien, tout simplement comme des citoyens lambda. Et pas dans les institutions nationales comme on pourrait s'y attendre dans les films. Ces petits espions, ce sont des agents dormants. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réellement de mission spécifique. Leur but ? Vivre leur petite vie tranquille, s'intégrer à la société et bien sûr, de temps à autre, ramener quelques petites informations que la Russie jugera utiles. Notamment des informations sur la société américaine, sur la politique ou bien sur la sécurité nationale. Ces 10 agents ont tous été recrutés par le SVR. Donc le SVR, c'est le service des renseignements extérieurs russe. Et peut-être que le mot SVR, ça ne vous dit rien, mais c'est le nouveau nom pour le bon vieux ancien KGB. Pour en revenir à ces 10 agents, ils étaient tous, sans exception, parfaitement intégrés à la société américaine. Certains même étaient mariés et avec des enfants. Et comme le travail qu'on demande à ces agents est légèrement dangereux, il faut bien garantir leur sécurité. Et pour ça, ces agents sous couverture utilisaient des noms d'emprunt, des noms d'Américains décédés. Bon, c'est pas hyper joyeux, mais c'était le seul moyen pour eux de garantir leur sécurité sans éveiller les soupçons des services secrets américains. Et d'ailleurs, du fait que les Russes utilisent des noms d'Américains décédés, c'est un peu en fait comme des fantômes dans la société américaine. Pour en revenir à la mission de ce groupe, notre chère Anna Chapman réussit sa mission avec brio. Madame a réussi à s'entourer de personnes plutôt influentes quand elle vivait à Londres et à New York. Elle fréquentait des personnes qui travaillaient dans le domaine des affaires, de la politique et même de la diplomatie. Et c'est une très bonne stratégie adoptée par Anna parce que plus elle s'entoure de personnes influentes, plus elle peut récolter des informations croustillantes pour la Russie. Et le dicton qui reflète le mieux la situation, dans le cas de la Russie et des États-Unis, c'est comme on dit, soyez proches de vos amis, mais encore plus proches de vos ennemis. C'est exactement ce que la Russie fait avec ses espions. Vous vous demandez sûrement comment Anna a pu se rapprocher aussi facilement, entre guillemets, des élites new-yorkaises et londoniennes. En fait, lorsqu'elle était là-bas, Anna, elle travaillait pour diverses sociétés financières et immobilières, et c'est le domaine professionnel le plus propice pour fréquenter ce type de personnes. Et au-delà de son activité, je pense que l'intelligence et l'élégance d'Anna ont également sûrement fortement aidé pour qu'elle puisse se rapprocher de ces personnes puissantes. Bon. C'est le moment, soit je vous en ai trop dit, soit pas assez, donc découvrons dès maintenant qui est cette Anna Chapman. Anna Chapman, de son vrai nom Anna Kushchenko, est née le 23 février 1982 à Volgograd, anciennement Stalingrad. On fait ensuite un énorme saut dans le temps pour arriver en 2000 lorsqu'Anna a 18 ans. Et oui, Anna est une enfant qui a grandi extrêmement vite. Non, je rigole. En fait, il n'y avait juste pas grand chose à raconter entre ses 0 et 18 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on a skippé aussi vite. Bref, Anna a 18 ans et elle entreprend des études d'économie à l'Université de l'Amitié des Peuples, l'une des écoles les plus prestigieuses du pays, qui est située à Moscou. C'est une étudiante brillante qui prend très au sérieux ses études, mais elle sait également profiter de la vie. C'est dans cette dynamique qu'Anna organise un petit voyage à Londres lors de ses vacances d'été. Et ces vacances auront un goût fort spécial car Anna rencontrera son futur ex-mari. Oui, vous avez bien entendu, son futur ex-mari. Certes, l'histoire n'a pas duré hyper longtemps, donc je vous ai spoilé dès le début, mais elle vaut quand même le coup d'être racontée. La love story d'Anna et d'Alex commence en 2001. Anna fait la connaissance d'Alex lors d'une rave party londonienne. Je vous avais dit qu'Anna savait s'amuser. De ce qu'Alex, son ex-mari, raconte, en fait c'est lui qui a été l'abordé parce que lorsqu'il a vu, il s'est dit
waouh, c'est la femme de ma vie, coup de foudre, il faut que j'aille lui parler quoi. Mais à cette époque, ce que Alex ne sait pas encore, c'est que Anna est russe et elle fait ses études en Russie. Et en plus de ça, il faut qu'elle reparte seulement quelques jours plus tard. Les deux amoureux passent quelques jours ensemble, Anna repart en Russie, les deux se contactent par téléphone, mais ils se manquent terriblement. Et c'est quand même un petit peu compliqué de construire des débuts de relation à distance, et ils veulent se retrouver, ce qui est normal quand on est amoureux. Donc Alex décide de prendre les choses en main, il prend un billet pour la Russie et s'en va rejoindre Anna. Anna est super contente de retrouver Alex, c'est le big love. Et après une longue réflexion, ils prennent une décision qui est mûrement réfléchie. Pour célébrer leur amour, le couple décide de se marier. Une fois la décision prise, action-réaction, le couple ne prend même pas le temps d'en parler à leur famille et décide de se marier dans la foulée. Comme je vous ai dit, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et en plus de célébrer l'amour, ce mariage présente un très très grand avantage pour Anna. Elle va obtenir la nationalité britannique. Bon, bref. Donc après le mariage vient la lune de miel, qu'ils font un peu en retard, mais bon, le but c'est de la faire. Et ils la font en Afrique. Et au retour de la lune de miel, le couple pose définitivement ses valises à Londres en 2002. Bon voilà, le couple est marié, installé à Londres, mais rappelons-le, Anna est toujours étudiante et en fait, elle entreprend des allers-retours entre Moscou et Londres pour finir ses études. Elle est fort courageuse, cette petite dame. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Mais tous les efforts d'Anna ne sont pas vains, parce qu'elle finit enfin par obtenir son diplôme en 2004. Et en prime, en plus d'obtenir son diplôme, elle obtient son diplôme avec les honneurs de première de la classe. Après ses études, logiquement, elle finit par trouver du travail. Et c'est là qu'Anna va commencer à travailler dans la finance. Sur le papier, le couple a tout pour être heureux. Anna est à Londres, ils sont fous amoureux, mais en fait, le couple bat un peu de l'aile. Et comme je vous ai dit, cette histoire fut très très brève, parce que le couple finit par divorcer en 2006. Ils sont restés à peu près en tout 5 ans ensemble. En fait, il commence un peu à y avoir de l'eau dans le gaz lorsqu'Anna commence à fréquenter un groupe de Russes en 2005-2006. À la même période. Et à cette même période, Alex a vu le comportement d'Anna changer soudainement. Elle est devenue matérialiste, obnubilée par l'argent, manifestant un grand intérêt pour l'élite et se vantant des personnes influentes qu'elle rencontrait et fréquentait. Et en plus d'avoir vu le comportement d'Anna changer, là, Alex dit que le groupe qu'Anna fréquente, c'est pas les pros de l'intégration, là. Ils sont hyper exclusifs, ils parlent que russe et ils sont pas du tout enclins à s'ouvrir à d'autres personnes. Ce qui fait qu'Anna sort sans Alex et Alex est un peu laissé sur le carreau. La finalité de tout ça, c'est que le couple finit par divorcer en 2006. Après le divorce, Anna retourne en Russie. Après le divorce, on ne sait pas trop ce qui a poussé Anna à retourner en Russie. Peut-être que sa famille lui manquait, peut-être que c'était l'heure pour elle de devenir une vraie espionne. Bon bref, on va pas spéculer, on ne sait pas trop pourquoi elle est retournée là-bas, mais les faits sont qu'elle est retournée en Russie. Cette première interrogation en amène à une autre. À quel moment Anna est-elle devenue une espionne? Et surtout, comment? Anna n'a pas vraiment mis les pieds dans le monde de l'espionnage par hasard. Chez les Chapman, on est espion de père en fille. Alors, sans que cette information soit à 100% vérifiée, mais il y a de fortes suppositions pour dire que le père d'Anna, Vassili Koutchenko, était un ancien agent du KGB. Lorsqu'il travaillait à l'ambassade de Russie à Nairobi dans les années 90. Donc bon, le fait qu'Anna ait grandi un peu dans le milieu de la diplomatie et que son père soit un ancien agent du KGB, ça a sûrement orienté son choix de carrière. Concernant les interrogations quand et comment Anna a intégré le SVR, eh bien comme tout, les réponses restent assez floues. En fait, Anna ne s'est jamais réellement exprimée sur ce sujet. En revanche, on a quelques pistes pour éclairer nos lanternes. Ce qu'on sait, c'est qu'Anna aurait été à peu près recrutée dans les années 2000 par le SVR. Ce qu'on sait également, c'est que le SVR recrute des agents qui peuvent facilement se fondre dans la masse, s'intégrer à la société et particulièrement dans des milieux influents, tant par leur apparence, leur éducation ou leurs compétences. De par ces critères, Anna est un profil très très intéressant pour le SVR. Belle, jeune femme, intelligente, fréquentant des milieux influents de par son métier, et en plus de ça, ayant la nationalité britannique grâce à son mariage avec Alex Chapman. Et il est fort probable que le SVR ait eu Anna dans le viseur très jeune. Bon, sans qu'on ait aucun détail sur la temporalité, c'est super pour Anna, elle a été repérée et recrutée par le SVR, mais pour faire d'elle un agent opérationnel, il faut la former. Et toujours dans cette dynamique de respecter le vœu de silence d'Anna, on n'a aucun détail, encore une fois, sur la formation qu'elle a suivie et quand.
On suppose juste qu'elle aurait suivi une formation hyper intensive pour apprendre des trucs d'agents secrets super cool, comme les techniques d'espionnage, de communication hyper sécurisée, de manipulation, de collecte et analyse de renseignements, etc., etc. Après cette formation hyper intensive, elle est désormais prête pour opérer à l'international. Toujours dans cette temporalité très relative, rembobinons un peu la cassette pour en revenir au chapitre où Anna vient de divorcer et est de retour en Russie. En Russie, Anna fait la rencontre d'un riche américain. Et cet homme dont elle est tombée amoureuse décide de l'emmener aux États-Unis. C'est l'heure pour Anna de réaliser son rêve qui est sorti du chapeau et de conquérir le continent outre-Pacifique. Du point de vue de la Russie, bien sûr. À New York, fidèle à elle-même et en business girl qu'elle est, Anna monte une société en ligne de property finder. Son travail en fait consiste à trouver des biens immobiliers pour de riches Russes, aux États-Unis. Et n'oubliez pas qu'Anna fait ce travail non pas pour la gloire, mais dans le but de remplir une mission bien précise, qui est de récolter des informations pour les Russes. Donc là-bas, Anna joue son rôle d'entrepreneuse à la perfection. Elle a une vie sociale hyper active, avec un réseau développé, elle fréquente l'élite de Manhattan, tout ce qu'on peut envier à une femme. Et on aurait pu d'ailleurs lui décerner un Oscar pour son incroyable jeu d'acteur. Après, je pense qu'Anna, elle kiffait vraiment sa vie là-bas. Attends, t'es dans la luxure, tu fréquentes les personnes les plus influentes, c'est le rêve de certaines personnes. Voilà, avec la petite vie qu'elle mène, Anna arrive à transmettre pas mal d'informations au Kremlin. Et pour communiquer, on est sur de la technologie de pointe, pas la même technologie qu'Anna Montes utilise avec Cuba. Et normalement, cette technologie de pointe utilisée est censée garantir la sécurité des communications et un max de discrétion. Mais malheureusement, comme dans toutes les histoires d'espionnage, enfin presque, Anna finit par se faire démasquer. On arrive au chapitre de l'histoire de l'opération Ghost Stories. Ça a commencé à sentir le roussi pour Anna lorsque l'opération de surveillance Ghost Stories a été lancée. Grâce à cette opération, le FBI a réussi à intercepter les communications du groupe d'espions, ce qui a permis de faciliter leur identification et fournissant au FBI des informations clés sur ce groupe et sur leurs activités. Et tout à l'heure, on se moquait de Anna Montes avec ses communications archaïques là, avec Cuba, mais c'est sûrement la technologie de pointe qui a été utilisée qui a permis au FBI de pouvoir intercepter les communications. Le FBI avait déjà quelques petits doutes sur Anna, mais les doutes se sont confirmés lors d'une rencontre entre Anna et un agent sous couverture américain. En fait, l'agent sous couverture se faisait passer pour un agent russe et ils ont organisé une rencontre avec Anna. Et le but de cette rencontre, c'était un peu d'infirmer ou confirmer les doutes du FBI sur Anna et de son implication dans ce fameux réseau. Et bingo! Après cette entrevue, Anna se compromet toute seule. Elle a un comportement hyper suspect. Anna qui doit sentir le danger à plein nez, en fait, elle commet plein d'erreurs en changeant ses habitudes. Elle brise le contact avec ses associés, elle achète un téléphone jetable. Et tous ces comportements un peu étranges et ces changements d'habitude, c'est ça qui donne la confirmation au FBI. Le 27 juin 2010, le FBI passe à l'action et arrête Anna et les 9 autres agents du groupe. On peut dire que c'est une sacrée prise pour le FBI et les Américains en général. Néanmoins, contre toute attente, cette arrestation ne se solde pas par un procès, mais par un échange. D'un commun accord, la Russie et les États-Unis, ses amis de longue date, ont réussi à trouver un terrain d'entente. Le deal, 10 espions russes contre 4 occidentaux. Et l'échange aura lieu à l'aéroport de Vienne, un endroit neutre. Cet échange est quand même assez exceptionnel et c'est le plus gros qu'on ait vu depuis la guerre froide. De retour sur leur terre natale, les agents russes sont accueillis comme des stars. Vus comme des héros de la nation, ils ont été accueillis à bras ouverts par Monsieur Poutine en personne. Et en prime leur faisant de nombreuses éloges. Tu m'étonnes, ces agents-là, ils ont recueilli des tonnes et des tonnes d'informations sur les Américains, on peut que les applaudir. Quelque temps après leur retour, tous les espions ont repris tranquillement le cours de leur vie. Des vies bien sûr très discrètes et rangées. Tous, à l'exception de la star Anna Chapman. En queen qu'elle est, elle anime des émissions et elle pose pour des magazines. Néanmoins, il y a bien une chose qui n'a pas changé sur Anna, c'est qu'elle reste toujours dans sa même ligne de conduite. Elle reste très discrète sur sa vie personnelle.
Elle donne très peu d'interviews, elle dévoile très peu de détails sur sa vie et elle ne parle même pas de son passé d'espionne. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, il y a une journaliste qui a demandé à Anna si elle avait réellement été espionne et Anna a répondu hyper froidement « Je ne nierai pas, mais je ne confirmerai pas non plus ». En définitive, on peut dire que l'histoire d'Anna Chapman a quand même captivé le monde, parce que c'est un peu un mélange d'élégance, d'espionnage et de géopolitique. Son histoire, son intelligence et son charisme ont fait d'elle une figure intrigante de la culture populaire russe. Et c'est tristement que je vous annonce que c'est désormais la fin de cette vidéo. En tout cas, moi comme d'habitude, ça a été un plaisir de vous raconter cette histoire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!